Qu'est-ce qui me Alors, marche pas? bonjour Jean-Jacques. Bonjour Philippe. Voilà, nous allons nous revoir une seconde fois pour aborder cette fois-ci la conscience. Ouais. Alors, la conscience, David Chalmers, qui est un philosophe, caractérise la conscience ainsi le difficile problème de la conscience. C'est un des enjeux des neurosciences, essayer de comprendre la conscience. Est-elle uniquement à l'intérieur du cerveau ou à l'extérieur, comment modéliser tout ça? Alors, on peut peut-être commencer par donner une définition un peu philosophique de la conscience. On pourrait dire que la conscience, c'est la présence constante et immédiate de soi à soi. C'est prendre conscience de son existence, de l'existence du monde. Effectivement, assez rapidement, on voit qu'il y a l'univers intérieur et l'univers extérieur. Et comment envisager ça? Est-ce que la conscience est localisée? Non. Wilder Penfield, qui était un neurologue qui a fait toute sa carrière à l'Institut de neurologie de Montréal, a fini par considérer à la fin de sa carrière, il avait établi les fameuses zones cérébrales fonctionnelles qu'on ne pouvait localiser et décrire en termes physico-chimiques ni la conscience, ni le raisonnement, ni la notion de valeur. Donc, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire, ce rapide tour d'horizon? Ouais. Ouais, moi, je pense que, enfin, c'est la question numéro un, c'est l'énigme numéro un universelle, la conscience. Qu'est-ce que la conscience? Elle représente quoi? Alors, on a tendance à avoir une perception réductrice de la conscience, c'est-à-dire que la plupart des gens pensent que la conscience est reliée à nos cinq sens, que c'est l'analyse des choses et qui nous permet d'être conscient et de dire, voilà, on existe par rapport au temps et à l'espace. D'ailleurs, s'il y avait plus de sens, peut-être qu'on peut se poser la question, que deviendrait la conscience? Et en fait, moi, ce qui m'a posé le plus d'interrogations par rapport à ça, c'est le sujet qu'on a largement évoqué la dernière fois lors de notre entretien sur les EMI, parce que on s'aperçoit très très bien que la conscience ne peut pas être réduite au cerveau, puisque le cerveau ne fonctionnant plus, on a une conscience. Il y a deux façons de considérer les choses. Si, enfin, les scientifiques actuellement ont la vision réductrice de la conscience parce qu'ils pensent qu'elle est fabriquée par le cerveau Mhm. et que lorsque cette activité cérébrale n'existe plus, il n'y a plus de conscience. En gros, hein, c'est ça. Et donc, ça pose un grave problème quand même, ces expériences de mort imminente. Il y a deux façons de considérer l'expérience de mort imminente ou d'expérience de mort provisoire, je Oui, préfère oui, l'appeler oui, comme on ça, avait on rectifié a par largement provisoire. débattu la dernière fois. C'est soit l'expérience est réelle, soit c'est une hallucination due à un dérèglement du fonctionnement cérébral. Et il faut bien reconnaître qu'actuellement, la pensée dominante scientifique, c'est de dire que hein, voilà, elle est matérialiste, la perception de la vie et de la mort et de la conscience. Donc, on a tendance à dire que l'expérience est plutôt une hallucination due à un produit anesthésique ou due à un défaut du fonctionnement cérébral par une hypoxie, par une hypocapnie, une hypercapnie. Enfin, on sait tout ça. Mais ça pose un problème parce que on voit bien que ces expériences sont réelles. Et moi, j'ai plutôt pris l'option de dire que l'expérience était réelle. Et donc, si on considère que l'expérience est réelle, eh ben, il faut bien chambouler tout le fonctionnement de la conscience. Le fonctionnement de la conscience n'est pas réduit au fonctionnement cérébral, puisque le cerveau, on l'a démontré la dernière fois, on en a parlé, ne fonctionne plus. Et on a une conscience beaucoup plus performante que lorsque le cerveau fonctionne. Avec, maintenant, pourquoi j'ai choisi cette option? Parce que pour avoir interrogé des centaines de personnes qui ont vécu ces expériences, elles sont toutes sincères. Et en plus, elles nous le prouvent que l'expérience est réelle. Parce que quand elles peuvent décrire des scènes qui se trouvent non seulement à proximité de leur corps physique, Oui, oui, alors que leur oui. cerveau fonctionne plus, et même à distance et quelquefois même à très grande distance de leur corps physique, on en a aussi parlé la dernière fois, ben force est de constater que la conscience ne peut pas être réduite au fonctionnement cérébral. Elle est même plus performante. C'est ça qui est interpellant. C'est de dire que
la conscience est beaucoup plus performante lorsque notre cerveau ne fonctionne plus. Alors, on pourrait dire, oui, peut-être qu'il fonctionne encore un petit peu, il y a peut-être des parties cachées du cerveau qui fonctionnent et qui expliqueraient que, mais c'est aussi stupide que de dire qu'une voiture va marcher plus vite lorsque le cerveau marche, lorsque le moteur est éteint ou marche au ralenti. Donc, le cerveau, au moins, même si on dit il n'est pas complètement éteint, il marche au ralenti. Et pourquoi aurait-on des possibilités de conscience beaucoup plus performantes lorsque le cerveau est au ralenti ou éteint? Moi, je pense qu'il est éteint, on l'a montré avec les électroencéphalogrammes plats, hein, dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque. Donc là, on est obligé, il faut être... Moi, je pense que la pensée scientifique devrait être comme ça, on devrait évoluer comme ça. Ce n'est pas parce que le phénomène observable ne rentre pas dans les dogmes que l'on s'est fixés que l'on doit écarter les phénomènes en disant elles n'existent pas, ce sont des hallucinations. C'est beaucoup plus confortable, c'est vrai, que de dire bon, on va essayer d'intégrer la phénoménologie observable, et il y en a de plus en plus d'expériences de ce style-là, pour dire que il va falloir changer les paradigmes du fonctionnement de la conscience. Alors moi, ce que j'ai proposé pour le fonctionnement de la conscience et qui a été exposé dans une thèse de doctorat en médecine, la thèse de François Lallier, qui a d'ailleurs été très bien récompensé, on le sait, mention très honorable, avec un petit abstract en anglais pour une diffusion internationale. Lui, il a étudié pendant donc 3 ans de sa vie 118 cas d'arrêt cardiaque, il en a trouvé 18 qui avaient fait l'expérience, Mhm. et on a pu proposer cette modélisation de conscience délocalisée pour expliquer l'expérience, parce que si on conçoit que c'est le cerveau qui fabrique l'expérience, eh ben, la conscience, toutes ces expériences sont tout simplement impossibles. Donc, à un moment donné, il faut pas être plus têtu que les faits. Et moi, j'ai proposé cette modélisation en disant, voilà, il y a deux formes de conscience. Une conscience analytique cérébrale, et c'est celle-là qui est largement acceptée par le monde matérialiste, c'est-à-dire que nos cinq sens seraient reliés à l'analyse du cerveau pour nous donner la perception d'être nous-mêmes en nous repérant dans le temps et dans l'espace. Et en fonction de notre vécu, eh ben, on va avoir une analyse. Et lorsque le cerveau arrête ce fonctionnement qui est en permanence omniprésent, dès qu'on se lève, ça y est, on allume l'analyse et jusqu'au Mhm. moment où on se couche, euh, on est toujours dans cette analyse et jamais on ne sait faire diminuer cette activité cérébrale pour avoir accès à cette expansion de conscience. Dès qu'on réduit l'activité du filtre réducteur cérébral, on a accès à cette conscience intuitive extraneurale, je l'appelle comme ça, et qui, elle, est reliée à toutes nos perceptions dites extrasensorielles, qui nous donnent des capacités, donc, d'avoir ces possibilités de connexion avec d'autres consciences, qui peuvent être d'ailleurs intergalactiques, qui peuvent être Mhm. des consciences de défunts, qui peuvent être, moi je l'appelle la conscience universelle, mais Erwin Laszlo parle de champ akashique ou Robert Sheldrake de champ morphogénique. Ce sont des informations qui circulent et que l'on peut capter en fonction de nos personnalités, de nos goûts et de nos aptitudes. On va capter ces informations. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes découvertes planétaires ont été simultanées ou que des artistes ont pu être connectés à la même source d'inspiration et sans qu'il y ait plagiat ou concertation, réaliser des œuvres qui se ressemblent. C'est pour ça aussi qu'on peut avoir des phénomènes de délocalisation de conscience, des phénomènes de remote viewing. On peut avoir aussi des visualisations dans le futur, on en a parlé, on va sûrement en reparler, et dans Oui. le passé, dans les vies passées. On peut avoir accès à des sources inspirantes, on peut avoir accès à des formes de connexion avec d'autres consciences vivantes dans les relations télépathiques. Et puis, on va pouvoir aussi avoir accès à des sources guérisseuses. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vu les choses au fur et à mesure de mes recherches sur le fonctionnement de la conscience. Parce que, en fait, tout ce que je fais, tout mon travail, c'est ça. C'est essayer de comprendre la conscience. C'est pour ça que ta question, ta première question, elle est vraiment très Mhm. enquiquinante parce que c'est la question que je me pose depuis toutes ces années, tu vois. Alors, essayer de définir la conscience dans ces conditions, c'est vraiment très, très Euh, complexe. enfin, disons que il y a un courant plutôt américain, mais enfin, les chercheurs sont maintenant internationalisés, qui considèrent qu'il existe une conscience extérieure. Alors, on va essayer de voir un petit peu
comment les NDE, ce qu'on appelle la lucidité finale, les morts Hmm. partagées, on va peut-être revenir dessus, nous amènent à considérer que la conception d'une conscience qui serait due à l'interaction des neurones entre eux, des impulsions électriques et des énergies chimiques, ne tient plus la route. Bien Par sûr. exemple, on s'est rendu compte que, on appelle ça la lucidité finale, que quand on a un sujet qui a une maladie de neurodégénérative, une maladie d'Alzheimer, son cerveau, malheureusement, quand il arrive à la fin de sa maladie, ne fonctionne plus. Et pourtant, il peut retrouver une lucidité finale. Et on a des tas d'exemples où des gens, dans leur vie, n'ont pas exprimé des capacités qu'ils expriment quand ils arrivent à la fin de leur vie. Alors, on cite, par exemple, le cas de Anna Katerina Emmers, qui n'avait jamais parlé et qui, à la fin de son existence, s'est mis à chanter des chants religieux, alors que personne ne pensait qu'elle pouvait chanter puisqu'elle n'avait jamais parlé. Et puis on a aussi les savants acquis. Et donc on a le cas d'un Orlando Serrell, c'est un joueur de baseball. Il va recevoir une balle dans la tête et il a développé une mémoire phénoménale. Ou par exemple, Des hydrocéphales aussi. voilà. Des Euh, hydrocéphales avec très peu de matière cérébrale qui ont des QI au-delà de la normale. c'est ça. Et on n'a jamais fait des expériences avec, je sais pas si tu connais cette médium qui s'appelle Christelle Dubois. Oui. Elle avait fait des expériences avec moi en réanimation pour voir où était la conscience des comateux. Et donc, elle était connectée, cette médium, aux comateux, avec des résultats qui sont très, très impressionnants. Et on a pu les valider après, puisque tu sais que l'anesthésie générale est un coma chimique réversible. Donc, j'avais fait faire des expériences avec des gens qui étaient sous anesthésie générale. Et par exemple, elle avait eu quelque chose de très impressionnant. Elle était dans le bloc opératoire et elle a été connectée dès que voilà la personne a été profondément endormie à la conscience de cette personne. Et elle dit, ah, mais alors elle connaissait pas du tout le dossier médical, évidemment, de cette Mhm. personne. Et même moi, je ne savais pas ce détail. Et elle dit, mais cette maman, elle voulait pas se faire opérer. Elle est très inquiète par Mhm. rapport à la santé de son fils. Et il se trouve que le chirurgien, il a presque tombé son bistouri des mains parce qu'il dit, ben oui, comment vous savez ça, madame? Il y a que moi qui le sais parce que elle a repoussé 3 fois son intervention parce que elle a un fils handicapé. Et évidemment, cette dame, on est allé la voir au réveil. Elle a pu valider effectivement cette information, mais elle ne se souvenait absolument de rien. Elle se souvenait pas du tout avoir dialogué avec la médium qui était au bloc. Donc, elle a été connectée à la conscience délocalisée de cette femme qui n'était plus en mesure d'avoir une activité cérébrale normale, on va dire. Et elle a eu la même chose aussi en réanimation avec un comateux qui était quelqu'un qui souffrait d'un anévrisme euh, aortique qu'on avait opéré en extrême urgence. Et comme il y avait une fissuration de cet anévrisme, on avait failli le perdre. Il avait perdu beaucoup de sang et on pensait qu'il allait mourir, franchement, et c'était désespéré cette situation. Donc il était dans mon service de réanimation et la médium rentre en connexion avec lui et alors, elle me dit, oui, oui, il est très en colère, il veut fumer sa clope, il veut boire son petit coup de whisky. Alors, effectivement, c'était un alcoolo-tabagique et il avait pas de parents du tout. Et il était fâché avec toute sa famille, très, très, personnage très truculent, mais de très mauvaise humeur. Et en fait, elle a eu cette perception et elle a eu son caractère, sa personnalité. Euh, alors qu'il était dans cette situation. Et puis, elle dit, quand je suis arrivé ici, j'avais très mal au bide et je sais pas pourquoi je suis là. Je sais pas ce que je fous ici. Je veux fumer ma clope et je veux boire mon verre de whisky. Voilà. Elle a eu cette perception, ça l'avait beaucoup étonné. Et en fait, cet homme, on a réussi à le réanimer, finalement.
Il a passé plusieurs semaines en réanimation. Il était très mécontent contre les services de la, de la médecine parce On peut que comprendre. il avait passé trop de... il rentre, il a mal au bide, il se retrouve 15 jours plus tard et puis il sait pas ce qui s'est passé. Il dit, vous aurez affaire à moi parce qu'il s'est passé des choses qui sont pas admissibles, etc. Sauf qu'il avait oublié qu'on lui avait sauvé la vie quand même et que si on l'avait laissé dans l'état pitoyable dans lequel il était, il serait mort. Bon. Donc tout ça pour dire que cette possibilité de captation d'informations d'une conscience délocalisée est possible. Et d'ailleurs, elle fait, Christelle Dubois, elle fait des séances avec des patients Alzheimer pour retrouver la conscience et les informations de la personne qui est dans cet état-là. Donc, les Alzheimer, c'est un petit peu comme les comateux ou les personnes sous anesthésie générale. Leur conscience est déjà partie un petit peu. C'est pour ça que je disais toujours aux infirmières en service de réanimation, parlez aux comateux. Ne faites pas comme s'ils n'étaient pas là. Ils sont là, ils sont quelque part, ils peuvent vous entendre. Et quelquefois, on a des retours Mhm. d'expérience de comateux qui nous disent, ben, j'entendais ce qui se passait autour de moi. J'ai entendu. Une fois, je faisais une conférence dans une, je me souviens plus, c'était une association de personnes en deuil, et je raconte cette anecdote par rapport à Christelle Dubois. Et il y a une personne qui se lève dans la salle, qui prend le micro et qui dit, mais vous avez raison, docteur, de dire ça, parce que moi, j'étais dans un état désespéré. Il y avait deux anesthésistes qui discutaient au pied de mon lit. Ils pensaient que j'étais inconsciente. Et il y en a un qui voulait me débrancher et l'autre qui disait non, on va quand même essayer un autre traitement antibiotique, on ne sait jamais. C'était un choc septique très grave, elle devait mourir. C'était désespéré la situation, mais bon. Alors moi je disais à l'anesthésiste, mais pitié, essayez ce troisième antibiotique, j'ai envie d'élever mes enfants. Alors, elle ne sait pas si elle a pu influencer la décision finale, mais en tout cas, les anesthésistes ont décidé de poursuivre la réanimation et elle s'en est sortie puisqu'elle était venue dans cette conférence pour parler. Donc oui, tu as raison de dire que l'Alzheimer, c'est vraiment un bon moyen de montrer que la captation des informations extraneuronales est possible. Et donc, si elle est possible, ça veut dire qu'elle existe, qu'elle est extraneuronale. Parce que dans ce cas-là, le cerveau est ralenti, considérablement ralenti. Dans l'Alzheimer, c'est dû à un dysfonctionnement chronique de la fonction cérébrale. Dans le coma, c'est traumatique ou pathologique. Dans l'anesthésie générale, c'est chimique. Mais dans tous les cas, l'activité cérébrale est ralentie. Et on a vraiment l'impression que lorsqu'on arrive à ralentir, comme je le fais en hypnose, cette activité électrique corticale cérébrale, eh ben, c'est à ce moment-là qu'on a cette expansion de conscience et toutes ces possibilités de recevoir toutes ces informations. Alors, on va Donc c'est essayer passionnant tout ça. de... Oui, oui, tout à fait. Alors, avec tous ces points qui montrent que la vision qu'on avait de la conscience qui est uniquement due à l'interaction des neurones est en train de s'écrouler. Et donc, déjà, en son temps, Claude Bernard disait, lorsque l'expérience ne rentre pas dans la théorie, il faut pas écarter l'expérience, il faut changer la théorie. Donc, on doit changer Ben, notre exactement. théorie puisque effectivement, que ce soit les NDE, les lucidités finales, on parlait de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de maladies, les mortes partagées, on voit bien qu'à un moment donné, le modèle en cours ne fonctionne plus. Alors, évidemment, il y a eu des tentatives, et il y en a encore, pour essayer de ne pas se passer de la matière. Mais on va parler un peu de mécanique quantique parce que effectivement, si on aborde le monde de la mécanique quantique, il y a une non-séparabilité, une délocalisation. Par exemple, il y a une propriété quantique qui est intéressante, c'est le fait que quand on éloigne deux atomes euh, avec une grande distance, en physique classique, plus on éloigne la distance, si on pense à l'interaction gravitationnelle, plus l'intensité diminue. Elle n'est jamais nulle, mais elle est quasiment nulle. Si on avait une forte intensité à 1 mètre, on éloigne les deux particules à 1 milliard de kilomètres, bah, l'intensité a fortement diminué puisqu'elle varie selon l'inverse du carré de la distance. Maintenant, en mécanique quantique, il y a une non-séparabilité, c'est-à-dire qu'on soit proche ou très éloigné, les particules ne vont pas avoir
cette diminution d'intensité et on a même mis en évidence une intrication temporelle. Et c'est là où ça devient intéressant parce que finalement, on a une vision du monde, donc une conscience ordinaire, quand notre corps énergétique est euh, connecté à notre corps physique. Mais quand on a un traumatisme, une NDE ou une lucidité finale ou une mort partagée, on a l'impression que le corps énergétique n'est plus, comment dirais-je, ajusté comme il était dans l'état ordinaire. Il y a une sorte de découplage de certaines parties du corps énergétique et on peut avoir une intrication temporelle, c'est-à-dire que le présent peut être intriqué au passé ou au futur. Et c'est exactement ce qu'on constate, c'est-à-dire que des gens peuvent s'intriquer à leur passé et avoir une espèce de lucidité retrouvée transitoirement, malheureusement, mais qui leur permet d'avoir un autre comportement. Moi, je me souviens d'une voisine de mes parents qui avait développé une maladie d'Alzheimer. Et à la fin de sa maladie, je lui avais demandé un peu poliment comment elle allait. Elle m'a dit, mais enfin, Philippe, comment veux-tu que j'aille bien avec ce que j'ai? Donc, Ah ouais, ça c'était lucide. c'était lucide. Et puis, elle est morte quelques mois après. Donc, effectivement, actuellement, ce qu'on voit, il y a une bataille en neurosciences entre ceux qui veulent tout ramener à une physique classique et essayer de comprendre la conscience comme émergent de l'interaction des neurones, donc de la matière. Et puis il y en a d'autres qui considèrent qu'il faut considérer la matière d'un point de vue quantique. Alors, un des pionniers des neurosciences, John C. Eccles, il avait considéré que si on prend les vésicules synaptiques, en gros, notre cerveau est fait de 85 à 100 milliards de neurones. Les neurones ont une partie qu'on appelle le corps cellulaire en amont, hein, une partie rectiligne, l'axone, et puis dans la partie terminale, il y a des neuromédiateurs, ces molécules chimiques qui peuvent être échangées d'un neurone à l'autre, qui sont encapsulées dans des petites vésicules synaptiques. Alors, il avait calculé que le poids d'une vésicule synaptique, c'est un milliardième de gramme. La surface c'est de l'ordre du milliardième d'un nanomètre carré, donc on pouvait considérer que l'objet est suffisamment petit en poids et en taille pour appliquer les lois quantiques. Alors c'est intéressant parce que John C. Eccles, il a été le découvreur des synapses, il a été un des pionniers pour comprendre le cerveau et à la fin de sa vie, il a modélisé la conscience et le cerveau avec plutôt une physique quantique. Il disait, je maintiens que le mystère de la vie est avili par le réductionnisme scientifique, c'est-à-dire le matérialisme. Alors effectivement, il y a eu des tentatives aussi de physiciens comme Firtsoff qui ont essayé d'introduire des particules qui véhiculeraient la conscience et l'esprit, qu'on a appelé psychon, Maïdon. Alors, il y en a eu deux, Dobbs, Feinberg, Schüderschan ont été dans cette lignée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a trois physiques, si on envisage le déplacement, la vitesse des objets, une vitesse sous-lumineuse, une vitesse lumineuse et une vitesse superlumineuse. Et donc, ils arrivent à la notion de filtre, c'est-à-dire que tout ce qui est super lumineux, on peut pas le percevoir. Il faut des états de conscience particuliers pour pouvoir les percevoir. Donc, de plus en Au-delà de plus, 300 000 kilomètres par seconde, c'est ça. voilà. Alors, si c'est de la lumière, c'est dans le vide 300 000 kilomètres à la seconde. Si on est sur Terre, c'est un peu moins parce qu'il y a des forces de friction. Mais ils avaient envisagé trois mondes, quoi. Le monde Ouais. sous-lumineux, lumineux et super lumineux. Duteil avait parlé de ça aussi, Oui, oui, professeur Régis Duteil. Dutheil, qui était un spécialiste de la relativité générale et restreinte, avait envisagé ça. Euh, alors, il y a un mouvement. Amarov aussi avec les vésicules synaptiques, il a dit voilà, les NDE, ça serait une libération de ces informations par ces vésicules et puis après une recaptation. Mais ça, moi je trouve que c'est quand même matérialiste, c'est quand même de la Ben matière voilà, c'est si ce on que parle de on vésicules. va les classer, si tu permets, dans une approche plus ouverte que l'approche uniquement due à la physique classique, mais Mais qui quand même un petit peu un peu matérialiste. matérialiste. Alors effectivement, on voit bien la critique, encore David Chalmers, ce philosophe, dit,
La conscience est un mystère, la mécanique quantique au niveau de son interprétation est un autre mystère. La réduction du mystère, c'est d'expliquer un mystère par un autre mystère. Donc la conscience Mm. mystérieuse par la physique quantique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on quitte le paradigme de la physique classique pour aller vers un autre paradigme. Parce que Francis Crick, le co-découvreur de la double hélice d'ADN, avait cette phrase terrible. Il disait, vous, vos mémoires et vos ambitions, vos joies et vos chagrins, votre sens de l'identité personnelle et votre libre arbitre n'est en fin de compte rien de plus que le vaste fruit du regroupement des cellules nerveuses et de leurs molécules associées. C'est quand même assez terrible, quoi. C'est-à-dire que, voilà. Alors évidemment, comme on dit en science, quand il y a des éléments qui perturbent, est-ce qu'on les écarte, comme on a fait pendant de nombreuses années, les NDE ont été Ah, écartés. c'est beaucoup plus confortable, hein, c'est beaucoup plus Voilà. confortable. Mais on pourrait dire que si c'était un délire du cerveau, pourquoi il serait structuré? On retrouve quand même des étapes qui ont été dessinées par différents auteurs, notamment Raymond Moody, qui a été un des pionniers de la NDA. Donc, si c'était un délire du cerveau, on voit pas pourquoi on aurait une structure en quelque sorte dans le délire. Ce serait un délire structuré. Mais s'il est structuré, c'est plus vraiment un délire. Vous voyez, c'est comme André Breton parlait de hasard orienté, c'est-à-dire des fois on a l'impression que le hasard il est guidé, donc c'est une espèce de compromis entre un pur hasard et puis un téléguidage. Donc c'est Moi, pas vraiment. j'ai vraiment l'impression, si tu veux, qu'ils vivent tous la même expérience. Mais en fait, il y aura une connotation effectivement, parce que tu envoies un Russe, un Esquimau et un Français à Venise, il va y avoir trois discours différents, bien sûr, mais on va voir qu'ils sont allés voir la même ville. Et j'ai l'impression que pour les EMP, les expériences de mort provisoire, c'est la même chose. En fonction de la culture philosophique, des croyances, etc., eh ben, il y aura une coloration, bien sûr, mais on voit tous ils sont tous allés au même endroit. Même les enfants disent, j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul, par exemple. Bon, un adulte, il va pas dire ça. Il va dire, j'ai vu un être de lumière, j'ai vu Dieu, j'ai vu, euh, qui sais-je encore, en fonction de sa propre approche, en fonction de sa culture. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette intrication temporelle, elle va pouvoir peut-être répondre à une question qu'on me pose. Alors, je sais pas si on te la pose à toi, mais je sais pas, peut-être je me trompe, et peut-être que c'est la solution est dans l'intrication temporelle, j'en sais rien. On me dit souvent, alors je sais pas quelle est ta position sur la réincarnation, mais moi ça me semble assez logique quand même qu'il y ait cette possibilité d'esprit qui va venir s'incarner de nouveau. Les gens me disent, mais alors si la réincarnation existe, tu sais, alors ça c'est un sujet très polémique. Mhm. Si la réincarnation existe, comment se fait-il que l'on puisse contacter un défunt si sa conscience est déjà incarnée dans un autre corps? Alors peut-être que l'intrication temporelle, je ne sais pas, peut-être je dis une bêtise, hein, euh, pourrait expliquer ça en disant qu'on peut exister dans plusieurs mondes à la fois. Ben, à Comment la base, tu as parlé de Stuart Amroff, qui était un anesthésiste réanimateur comme toi, ouais. et qui s'est associé avec Roger Penrose, le mathématicien d'Oxford, qui a reçu la récompense. Après, il a travaillé à l'université d'Arizona, il a Ben travaillé d'ailleurs voilà. avec Et Mario donc, Borda. ils ont appliqué les lois quantiques pour expliquer ce qui est un mystère aussi au niveau de la psychologie, c'est la sensation d'unité. Voilà. Et Hum. effectivement, vous voyez, il y a plein de choses très curieuses. En neurosciences, notre cerveau est soumis à une reconstruction permanente, hein, une plasticité cérébrale, une épigénèse du cerveau, et pourtant on garde notre identité. Or, on interagit tous les deux, donc tu es en train de changer mes synapses, comme je suis en train de changer les tiennes, mais à la fin de l'entretien, on garde notre personnalité. Et on s'est rendu compte que, par exemple, le cerveau, il était renouvelé au niveau d'un organite qu'on appelle le cytosquelette, qui donne l'architecture aux cellules à peu près tous les 2 mois. Et qu'une cellule, plusieurs fois par heure, elle renouvelle son cytosquelette. Donc, on est programmé pour être renouvelé, mais tout en gardant notre unité. En tous les cas, ils ont appliqué une loi quantique qu'on appelle le condensat de Bose-Einstein. Ils considèrent que tous les neurones peuvent avoir une espèce d'unité. On appelle ça un état cohérent, et ce qui expliquerait ce sentiment de conscience.
Alors, le problème fondamental de la physique quantique, qui va nous ramener à ces problèmes de réincarnation, c'est ce qu'on appelle la mesure. Alors, on va simplifier. Imaginons une particule dont on veut déterminer les positions géographiques. Alors, la particule, si on simplifie, elle peut être au nord, ou au sud, ou à l'est, ou à l'ouest, dans la physique classique. C'est l'une de ces quatre positions. Ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'avant la mesure, la particule, elle est aux quatre points cardinaux. Et puis, quand on fait une mesure, on va se connecter, par exemple, sur la solution nord et ramener dans notre présent la solution nord. Mais que sont devenues les trois autres solutions, sud, est, ouest? Alors, il y a une interprétation, celle de Copenhague, qui est due à Niels Bohr, qui dit bah, les trois autres états ont été annulés. Et donc, on est passé, c'est pour ça qu'on appelle ça la réduction du paquet d'ondes. L'onde avait intégré trois états qu'on appelle superposés qui existaient simultanément. Et puis la mesure a enlevé trois états. Donc on a réduit quatre états potentiels à un état. Mais il C'est y a un... l'observation donc qui fait effondrer, c'est l'observation qui fait effondrer toutes les Voilà, possibilités. donc mesurer, c'est perturber. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Voilà. Mais il y a un physicien, Hugh Everett, qui a fait un modèle de la théorie de la mesure en physique quantique très rigoureux, qui dit bah, si le physicien mesure la solution nord dans notre temps, espace-temps, mais il existe simultanément dans trois autres espaces-temps parallèles où ce même physicien peut mesurer la solution sud dans un des espaces parallèles au nôtre. Le même physicien peut mesurer la solution est et la solution ouest. Donc, il y a quatre espaces-temps parallèles. Alors, ce que je me demande, si effectivement, en vivant et en mourant, il n'y a pas un maintien d'une personnalité dans un des espaces et que finalement, l'intrication temporelle fait que le présent est intriqué au passé. En tous les cas, cette intrication temporelle est la propriété la plus perturbante parce que on se rend compte que quand on interroge une particule au présent, on peut changer son passé. Donc, ça nous éloigne de la ligne temporelle de la physique classique où, une fois qu'on a vécu un passé, il est révolu une fois pour toutes, on ne peut pas le changer. Donc, ça voudrait dire que chaque fois qu'on actualise une potentialité, ben, il reste d'autres potentialités qui auraient pu être actualisées. Et ça pourrait expliquer pourquoi certaines personnes peuvent s'intriquer à ces potentialités qui ont été présentes à un moment donné et qui ne sont plus présentes. Voilà. Comme ça, on essaye de donner une interprétation, je dis pas qu'elle est juste, hein, mais à ces sensations d'avoir vécu une autre vie sans que forcément il y ait besoin d'annuler les autres personnalités. Et puis le présent peut être intriqué au passé. Donc, Donc on peut exister dans d'autres univers oui, simultanément. voilà. Alors, c'est ce que disent les chamans, sauf que les chamans, eux, considèrent qu'on peut passer sans problème d'un univers à l'autre. Et en physique quantique, on considère que, selon la théorie de Hugh Everett, les univers parallèles, les multivers, ne peuvent pas communiquer entre eux. Mais ça reste encore à prouver. Donc, le chaman, lui, il est dans un état de conscience chamanique, comme quand on rêve, on est dans des états de conscience chamanique. Alors, si on regarde le rêve, par exemple, c'est très intéressant. Bah, je rappelle que bon, il y a l'endormissement, puis après il y a le sommeil lent, léger. Lent, c'est les ondes électriques de notre cerveau qui ont une certaine allure, et léger parce que la moindre perturbation va vous réveiller. Ça peut être un choc sonore, une lumière, etc. Et puis après, on rentre dans deux autres étapes, le sommeil lent profond, il faut beaucoup plus de perturbations pour réveiller, et enfin le rêve. Et dans le rêve, on est en atonie posturale complète, on ne peut plus bouger pendant le rêve. On a des mouvements oculaires rapides qu'on appelle rapid eye movement. Et donc, effectivement, on a une activité onirique. Bah pour moi, il y a un voyage dans le temps, il y a un découplage du corps énergétique, du corps physique, et donc c'est ça qui nous amène à aller voyager pendant les rêves. Est-ce que le rêve est pure fiction ou on a été visiter d'autres univers C'est parallèles? cette activité d'ailleurs qu'on recherche lorsqu'on fait les MDR, les Ah oui, mouvements tout à oculaires fait. rapides, et on est connecté. On peut être connecté à des perceptions médiumniques par ce mécanisme. Il y a des gens qui ont eu des perceptions médiumniques par ce mécanisme de MDR. Et,
Et tu as raison de le souligner, cette activité cérébrale particulière donne accès à d'autres mondes. Et moi, je pense que l'hypnose aussi a cette possibilité de nous connecter à ces expansions de conscience, parce qu'on ralentit l'activité électrique corticale cérébrale, qui est à peu près à 21 Hz là, au moment où on se Oui, parle. oui, Si mhm. on nous faisait un électroencéphalogramme, on serait là. Et si on ralentit en dessous de 14, de 13, là, on se trouve pas trop, parce que là, on s'endort pour de bon, mais là, on se trouve dans une période comme juste avant l'endormissement, où on peut avoir aussi des flashs, on peut voir apparaître des visages juste avant de Oui, il y s'endormir. a ce qu'on D'ailleurs, appelait des images hypnopompiques et hypnagogiques. L'endormissement va. oui, oui, oui. Et d'ailleurs, je dis aux gens qui veulent s'entraîner, essayez de prolonger cette période. Vous sentez que vous allez basculer dans le sommeil, hop, prolongez un petit peu, essayez de tenir, et vous allez voir, peut-être vous allez pouvoir avoir accès à des informations que vous n'avez pas ordinairement. Et ça, on le retrouve vraiment dans l'hypnose. Moi, Mhm. j'ai été surpris de voir que dans ces ateliers que je propose de transcommunication hypnotique ou même autre, que ce soit l'iConcept ou que ce soit aussi la PCH, programmation cellulaire hypnotique, eh ben, on a des gens qui sont en hypnose et qui ont accès, par exemple, à des vies antérieures et qui voient des traumatismes, en l'occurrence. Souvent, ce sont des décès qui vont Mhm. peut-être expliquer des névroses ou des psychoses. Alors, c'est pas comme le faisait Freud ou Jung qui essayaient de chercher l'origine des névroses et des psychoses dans les traumatismes vécus dans l'adolescence ou l'enfance, mais dans les vies antérieures aussi, on peut recevoir ce genre de traumatisme et on a accès à ces informations euh, qui sont aussi étonnantes que celles que l'on a lors des EMI ou des Ah EMP, oui, tout à mais on fait. voit que c'est la même chose. Je crois que bon, il y a un Voilà. certain nombre de guérisseurs. En ce moment, je travaille. Je vais pas dire son nom parce que bon, voilà. Mais une dénommée Danielle D, qui elle arrive à enlever les traumatismes en travaillant sur le corps énergétique avec une couverture temporelle. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des études qui ont été menées par Monique Guessin et Robert Guessin, deux ethnologues. Ils ont travaillé sur les Bassaris du Sénégal oriental. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des mouvements oculaires beaucoup plus lents que nous, ce qui fait qu'ils vont pas visiter les mêmes espaces oniriques que nous. Parce qu'on a l'impression, voilà, Ouais, nous, on a des mouvements plus rapides et d'autres plus lents. Alors c'est tout un sujet qui avait été abordé par Michel Jouvet, qui était lyonnais, spécialiste du sommeil, mais qui n'a pas été exploré. C'est-à-dire, il y a tout un travail ethnologique et anthropologique. Comment rêvent les Pygmées, à quoi ils rêvent, les Bassaris, les Shipibo, etc. Donc, dans les cultures chamaniques, on considère que le rêve, c'est le départ fugace d'une des enveloppes énergétiques qui sont associées au corps physique. Mais c'est un départ fugace, nocturne, et le matin, on la récupère, alors que la mort, c'est un départ définitif, et la maladie, c'est une perturbation de ce corps énergétique. Donc, ouais, on beaucoup parle de de, voyage astral, là. voilà. Et beaucoup de guérisseurs, ils agissent sur le corps énergétique. Alors, ça nous amène un petit peu faire un petit saut. Alors, je peux pas évidemment le démontrer, mais on peut envisager qu'il existe une équivalence entre le temps et l'énergie, comme il existe une équivalence entre la matière et l'énergie, E égale mc carré. Ça veut dire quoi? La formule E égale mc carré, c'est la vitesse de la lumière, m, c'est la vitesse d'un atome ou d'une particule. Et donc, si on brise un atome, bah, on va libérer de l'énergie qui était contenue dans l'atome. En gros, un atome, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre un soleil intraatomique qu'on appelle le noyau nucléaire, avec deux particules plus petites que l'atome, les protons et les neutrons. Et si on brise ce noyau, qui représente un cent millième de la taille de l'atome, on libère une énergie considérable. Et c'est ce qui a permis la fission nucléaire et le nucléaire. Mais on peut très bien envisager qu'il existe une équivalence temps-énergie. D'ailleurs, les Mayas avaient établi cette corrélation. Donc, notre couverture énergétique, notre corps énergétique serait une couverture temporelle. Et donc, quand il y a des découplages, eh bien, il peut y avoir des expansions et des intrications. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que il y a les propriétés de la matière et il y a les propriétés de la lumière. Tout physicien classique sait qu'il ne peut pas décrire
un objet matériel qui se déplace, c'est le domaine de la mécanique par les lois de l'optique, qui décrivent comment se comporte un rayon lumineux, et de même, un rayon lumineux ne peut pas être décrit par la mécanique. C'est donc disciplines différentes qui traitent le matériel et l'immatériel. Mais si on a découplage du corps matériel et du corps physique, on a un corps lumineux, et le corps lumineux a des propriétés différentes que lorsqu'il était associé au corps matériel. Donc, on peut dire que l'état de conscience ordinaire, c'est quand il n'y a pas ce découplage entre le corps matériel et le corps énergétique, mais quand il y a un découplage, eh bien, il y a une expansion de conscience. Il peut y avoir des propriétés propres à la mécanique quantique, d'intrication temporelle, ce qui fait qu'un médium peut savoir ce qui s'est passé dans votre passé, peut voir vos traumatismes, éventuellement, en agissant au présent, ce que fait cette Daniel D, bah, enlever le traumatisme, échanger même par rétroaction la personnalité de la personne, ou aller voir dans le futur. Parce que le présent, il est intriqué soit au passé, soit au futur. Donc, c'est très, Oui. très perturbant, cette propriété d'intrication temporelle, parce qu'on a l'impression que dans la vision classique du temps, c'est une ligne où le passé n'est plus. Donc, la portion qui va du passé au futur est définie une fois pour toutes, on ne peut pas la changer, et celle qui va du présent au futur est incertaine. Et il y a une flèche au bout qui indique que le moteur du temps transforme un présent en passé et laisse la place à un futur. Et on ne sait pas trop le moteur du temps. Mais en physique quantique, le passé, le présent et le futur sont des polarités qui vont interagir entre eux. Donc, travailler au présent, c'est changer le passé. Et travailler en présent, ça peut être aussi la possibilité d'aller chercher des informations dans le futur. Ce qui fait que la santé, c'est une harmonie entre son passé et son futur pour moi. Et quand il y a un déséquilibre temporel, bah, c'est ça qui entraîne la maladie. Alors, même si on va un petit peu plus loin, vous voyez, tout le corps est fait d'un continuum, alors qu'on a saucissonné le corps en différents territoires. C'est ce qu'on appelle le tissu conjonctif. Et un jour, en faisant un cours sur le tissu conjonctif, je me suis dit, mais ça ressemble étrangement à l'espace-temps des astrophysiciens. C'est-à-dire, c'est un tissu temporel, un espace-temps temporel sur lequel on a déposé des cellules organisées en tissus, en organes. Et à un moment donné, bah, il y a des maladies où on fait de la masse, les cancers, où on creuse. En tous les cas, il y a une anomalie locale, une distorsion spatio-temporelle qui peut apporter la maladie. Alors, de tout ça, bah, il faut un petit peu. Bon, on a essayé de localiser la conscience, ça marche pas. C'est la conclusion de Wilder Penfield à la fin de sa carrière. Après, on s'est dit, bah, finalement, si ça marche pas avec la physique classique, il faut passer à la physique quantique. Donc, on a eu un certain nombre de neuroscientifiques intéressants. Karl Pribram, qui a essayé d'utiliser les hologrammes pour expliquer la conscience, la mémoire, etc., avec des transformés de Fourier. Vous avez Roger Penrose et Stuart Hameroff qui ont utilisé les propriétés du condensat de Bose-Einstein pour expliquer la conscience. Mais finalement, on arrive à un changement de paradigme, celui que tu évoques, c'est qu'il existe une conscience extérieure et une conscience intérieure. Et peut-être que le découplage du corps énergétique et du corps physique nous permet d'aller chercher les informations à l'extérieur. Alors, on va faire référence à deux neuroscientifiques. Donald Hoffman, c'est un psychologue cognitiviste qui, lui, travaille avec une équipe pluridisciplinaire de physiciens, de physico-chimistes, etc. Et il arrivait à la conclusion que, avant que l'espace-temps n'émerge du Big Bang, il y a la conscience. La conscience, c'est l'entité première dont découlent tous les autres. Et ça rejoint un petit peu plein de textes sacrés comme le Kalachakra chez les bouddhistes, où ils disent que finalement, l'univers, il est actif quand ce qu'on appelle l'éther vient rentrer dans l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc, il y aurait une espèce de conscience extérieure qu'on capterait. Et donc, c'est très intéressant puisque plutôt que d'avoir un Big Bang qui crée la matière, l'énergie, l'espace, le temps, et que cette matière s'organise pour donner de la conscience, lui, il dit, il y a la conscience, et de cette conscience vont naître
l'espace-temps, la matière, l'énergie, la lumière, c'est une vision complètement différente. Et puis il y a Bernardo Kastrup qui lui donne cette jolie métaphore. Il dit que chaque individu est en interaction avec un océan de conscience. On va appeler ça un océan d'esprit. Les physiciens envisageaient que le vide n'était pas vide, mais était rempli d'un éther. Et chacun crée une espèce de tourbillon et va capter localement des informations. Alors, il y en a qui ont un tourbillon qui tourne plus ou moins vite, qui sont plus ou moins connectés, d'autres moins connectés. Dans les NDE, on va chercher des informations. Il se trouve, c'est une métaphore. Effectivement, on compare l'univers à une espèce d'océan de conscience avec des vaguelettes, et puis de temps en temps des tourbillons comme un fleuve qui avance. Le fleuve, on peut considérer, c'est le fleuve de l'espace-temps, et il y a des informations qui sortent. Et ce qui nous ramène un peu à la mémoire akashique évoquée dans la culture indienne, où il y aurait une espèce de bibliothèque ou de conservation de tout ce qui a été pensé, vécu, ressenti, une mémoire cosmique, et certaines personnes auraient accès à ça. Et je pense que les Russes avaient mis au point quelque chose d'intéressant, c'était les miroirs de Kozyrev. Kozyrev, c'était un astronome qui avait la chance d'être médium. Alors, il avait prévu plein de choses qui se sont avérées exactes, la composition de la Lune, les cratères de la Lune, etc. Et il avait inventé une machine qui diminuait d'un facteur 50 à 500 le champ magnétique terrestre. Et quand on arrivait à diminuer ce champ magnétique localement, en étant dans l'appareil de Kozyrev, on devenait médium. Donc un médium devenait un super médium, quelqu'un qui n'avait pas de dons de médiumnité devenait médium. Et ça m'amène à considérer que on a une mémoire filtrante. D'ailleurs, Donald Hoffman considère que notre cerveau doit filtrer. Il filtre, sinon ça serait pas possible. Et donc c'est comme la mémoire, elle doit être filtrante. Il y a une nouvelle de Borges où un homme n'oublie rien. Au bout de 15 jours, on a le cerveau encombré si on n'oublie rien. L'oubli est une façon de dégager notre cerveau. Et donc cette mémoire filtrante, elle est parfois défiltrée, si je puis dire. On enlève l'obturateur et on voit ce que les autres ne voient pas. Et ça ne peut se faire que s'il y a un découplage du corps physique et du corps énergétique. Alors, le corps énergétique est structuré, hein, je le dis globalement et qualitativement, il faudrait le développer peut-être dans une autre émission, mais c'est ça qui provoque un changement d'état qui fait passer d'un état de conscience ordinaire à un état de conscience médiumnique, de conscience non ordinaire, euh, un état hypnotique, un état chamanique, un état onirique. C'est ce passage qui est déclenché par le découplage du corps physique et du corps énergétique. En fait, moi, j'ai l'impression que on est tous capables, parce que tu parlais de cette médium-là qui était Mhm. capable de déceler les maladies du corps énergétique, par travailler sur le corps énergétique. Mais moi, je pense que, enfin, c'est mon point de vue, je crois qu'on est tous capables Oui, oui, de tout à fait. s'auto-guérir. On Oui. est, même sans avoir une personne qui te dit, voilà, moi je m'en occupe. Bien sûr, on peut le faire comme ça, mais on a cette capacité en nous, on a cette capacité de guérison, d'avoir accès au corps énergétique pour pouvoir le guérir, d'envoyer les informations pour pouvoir avoir une action positive médicale. Mhm. Euh, et on peut aussi se poser la question, parce que la conscience est vertigineuse. Tu as raison de dire qu'à l'origine, c'est même pas de l'énergie, c'est de la conscience, mais Mhm. ou l'information. Mais d'où elle vient? C'est ça l'énigme. D'où vient l'information primordiale? D'où vient la source? Euh, Là, c'est une question encore plus embarrassante, je trouve. Enfin, on fait que reculer Ah la bah, il y frontière, a mais le euh, problème de la conscience, euh, le difficile problème de la conscience, comme dit David Chalmers, mais il y a aussi l'origine de cette conscience, quoi. Enfin, oui, voilà. parce que si on dit que la conscience c'est l'information, d'où vient l'information? D'où vient l'information primordiale? Et moi, je pense aussi qu'on a une vision trop restrictive par rapport aux consciences que l'on peut atteindre. Je me suis intéressé récemment aux consciences intergalactiques Mhm. parce que il y a des gens qui, en hypnose, disaient être en contact avec des mondes extraterrestres. Alors au début, ça m'a un petit peu surpris parce que moi, je suis pas du tout dans l'ufologie ou tout ça, mais j'ai essayé de réfléchir.
Bon, les dernières mesures du télescope Hubble, c'est au moins 2000 milliards de galaxies. Dans notre seule galaxie, il y a des milliards d'étoiles et il y a des planètes qui tournent autour. Notre galaxie, c'est ça, c'est des milliards d'étoiles avec des planètes. Et 200 nous, milliards à on peu est, près estimé. 200 milliards ouais, c'est d'étoiles ça, c'est fou. et en moyenne, c'est 100 milliards d'étoiles par galaxie. Et il y a à peu près 100 milliards de galaxies, donc ça fait Il y aurait même 2000 milliards de galaxies. Au moins, les dernières mesures du télescope Hubble, c'est au moins 2000 milliards Mais de alors, galaxies. c'est presque plus C'est dramatique que complètement ça, fou. puisqu'on ne voit que 5% à cause Et de la voilà. matière noire Et et c'était une l'énergie sombre. restriction de mesure, parce que c'est beaucoup plus, Parce sûrement que beaucoup plus. s'il y a Alors, 100 000... dire que nous sommes seuls dans l'univers et qu'il n'y a pas d'autres formes de conscience, et en plus, je veux dire, on a le système solaire est très jeune. Par rapport au Big Bang, 13 milliards, 800 millions d'années, le Big Bang est 4 milliards 500 millions d'années, ou à peu près le système solaire. Il suffit qu'il y ait une civilisation qui soit en avance d'un milliard d'années sur nous. En quelques milliers d'années, on a pu faire certaines prouesses, mais on ne sait pas voyager. Déjà, tant qu'on ne sait pas voyager dans l'espace, tant qu'on ne sait pas voyager dans le temps, pardon, on ne saura pas aller explorer des galaxies qui sont à des années-lumière. Alors, moi, je me dis que déjà, si on fait pas à pas pour l'exploration de la conscience, essayons peut-être de voir s'il n'y a pas d'autres consciences intergalactiques, s'il n'y a pas d'autres formes de conscience qui soient capables d'influencer la matière. Par exemple, on est allé aux environs de Stone Age cet été. On est allé sur des crop circles. Alors, je sais pas ce que va penser Ouais, un ouais, ouais, physicien quantique des crop circles. On va pouvoir peut-être en parler. Mais euh, donc on était avec la spécialiste mondiale des crop circles qui s'appelle Francine Blake, qui nous a appris comment on reconnaissait les vrais des faux, parce qu'il y a ouais. il y a Il y a beaucoup beaucoup de faux, ouais. de faux crop circles qui sont donc peut-être il faut rappeler à tes téléspectateurs ce que c'est qu'un crop circle, ou on les appelle aussi des agroglyphes. Donc ce Oui, sont des formes géométriques qui sont formées sur des champs de blé, de colza ou de riz qui est forme des figures très pointues, quelquefois très complexes. Et la majorité de ces crop circles sont faits par les humains, il faut bien dire, faits avec des planches et des cordes qui sont voilà tendues, et puis on fait c'est facile. Mais les vrais, eh ben moi j'ai pu observer les brins de végétaux étaient coudés avec un petit renflement vert, comme ça, comme si ça avait été oui, dynamisé par des consciences. Je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, nous sommes allés faire ces hypnoses avec 50 personnes que j'ai hypnotisées sur des crop circles dans la région de oui. Stonehenge, dans le Wiltshire, puisque c'est là où ils apparaissent. Et on a eu effectivement la présence de formes lumineuses qui se sont formées, qui ont pu être photographiées. Il y a eu deux crop circles qui se sont formés. Alors c'est peut-être une coïncidence, tu me diras, mais moi je trouve que c'était quand même émouvant parce que dans les hypnoses, il y a des participantes qui ont vu des sphères reliées par des bâtonnets, et on a eu un crop circle qui s'est formé euh, la nuit précédant notre départ. C'était un crop circle près de l'endroit où nous étions, et c'était des sphères qui étaient reliées par des bâtonnets, avec le chiffre 3 qui revenait aussi dans les hypnoses. En fait, c'était sur trois rangées, chaque rangée faisant 9 sphères, donc ça faisait 3 puissance 3, ça faisait 9, ça faisait 27, pardon, sphères, avec le chiffre 3 donc qui revenait. Et on a eu un autre crop circle qui s'est formé, peut-être encore une coïncidence, nous étions 54 en tout, puisqu'avec les 50 participants et 3 encadrants et moi, ça faisait 54. On a eu 54 losanges qui se sont formés sur trois rangées autour d'un hexagone, qui est quand même le symbole de la France, avec au centre les fameuses sphères reliées par des bâtonnets. Alors, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi n'aurions-nous pas eu cette influence sur la matière, peut-être nous, par notre esprit, ou peut-être euh, une interaction avec des consciences intergalactiques, puisque dans la suggestion hypnotique, on partait dans des galaxies, dans la suggestion, et on allait, avec l'ouverture du cœur,
géolocaliser notre position avec un travelling arrière pour dire à l'endroit exact où on était. Et je me suis aperçu qu'il y avait un autre qui s'appelle Stephen Greer, c'est un Américain, Mhm. qui fait ça depuis 40 ans. Et on a eu la même idée. En fait, il parle pas d'hypnose, lui, il parle, il parle de méditation. Donc, il envoie des groupes de méditants sur des crop circles. Il l'a fait dans la région de Wiltshire, comme on était. Mhm. Et il a obtenu des formes lumineuses, comme j'ai pu photographier, comme on a pu photographier pendant qu'on faisait on peut appeler ça des genres de cérémonies, d'ouverture du cœur, etc., sous hypnose. Il a photographié aussi des ovnis qui apparaissaient. Il a photographié d'autres crop circles qui sont formés à proximité. Alors, je ne sais pas si c'est l'influence, en toute objectivité, je parle de véritable crop circle, c'est-à-dire avec la tige qui n'est pas aplatie ou écrasée, Mhm. mais qui est vraiment courbée avec le petit renflement Mhm. vert qui montre qu'il y a eu comme un magnétisme de la fibre, et avec ces formes qui apparaissent comme ça, si c'est la conscience des intervenants qui a pu influencer la matière pour avoir fait ça, ces dessins, c'est encore plus extravagant, encore plus extravagant que les ennemis, peut-être, mais pourquoi ne pourrions pas avoir une action de psychokinèse sur la matière ou par l'interaction de conscience intergalactique que l'on aurait sollicité. Moi, j'ai pas la réponse. Je dis voilà ce qui s'est passé. On a fait cette expérience. Ça a duré une semaine et on a eu ces résultats. Alors, moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis que si déjà il y a des consciences intergalactiques que l'on Mhm. soit capable de connecter, ça voudrait dire que nous aurions cette possibilité, nous, d'avoir non seulement, comme tu dis, dans la bibliothèque akashique, des sources d'informations qui sont totalement délocalisées dans le temps et dans l'espace, mais aussi avec des consciences présentes dans le temps, au moment même où on fait ces expériences. Euh, moi, ça m'interpelle beaucoup. Ça m'interpelle beaucoup parce que je me dis, dans la logique des choses, déjà, on peut se dire que les extraterrestres existent. Il faut bien appeler un chat un chat. C'est encore plus fou de penser que nous sommes seuls dans l'univers, qu'il Ben oui, la n'y a pas d'autres formes de probabilité qu'on conscience. soit seul dans l'univers est beaucoup plus faible que nous soyons Euh, après, c'est de accompagnés la d'autres vies. croyance. C'est voilà, bah ça paraît, hein, puisque c'est 100 milliards de galaxies et dans chaque galaxie il y a 100 milliards d'étoiles, ce qui fait 100 milliards de milliards puissance 22 et Ouais, ça ça fait beaucoup, fait hein. 100 milliards de milliards de milliards. C'est énorme. Ça fait même 10 milliards 22, 18, oui, 1000 milliards de vies qui peuvent être organisées autour d'une étoile. Ce que je me suis beaucoup intéressé à un moment donné au crop circle, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait beaucoup sur là où les crop circles se font d'oxyde de silice. Et il y a des Oui, nœuds, effectivement, des nœuds de croissance qui sont dilatés et les oui. angles de la culture sont modifiés. Alors effectivement, on peut émettre qu'il y a peut-être des champs particuliers parce qu'on a reproduit partiellement, hein, pas totalement, certains aspects des crop circles avec des micro-ondes. Alors peut-être qu'il y a des champs particuliers, un petit peu à l'image des miroirs de Kozyrev, qui rendent beaucoup plus facile et opérative la pensée. Parce que effectivement, dans beaucoup de traditions, on dit que l'homme s'est mis à jouer au jeu de la vie, il était un dieu, et puis il s'est pris au jeu, il est rentré dans le jeu, il a oublié qu'il était un dieu. Et donc, on a Hein, oublié qu'on avait une action sur la matière, puisque finalement, la matière, c'est de l'énergie, O égale MC2, mais c'est aussi de l'information. Et hein. l'information, d'ailleurs, une des dernières tentatives en neurosciences, c'est un dénommé Rulio Tononi qui, lui, considère que, comment dirais-je, ce qui fait la conscience, c'est le flux d'informations. On appelle ça la théorie de l'information intégrée. Donc, il y En a fait, beaucoup. c'est comme du magnétisme, si tu veux.
Moi, j'ai Oui, l'impression que c'est comme un champ magnétique. D'ailleurs, elle nous a dit, Francine Blake, elle nous a montré moi, des choses qui m'ont beaucoup surpris, je connaissais pas du tout. Ils se sont amusés à prélever des gouttelettes d'eau sur les véritables crop circles. Ils les ont mis dans des boîtes de pétri et ils les ont congelés. Et ça fait des cristaux, un petit peu comme faisait moto. Masuro Emoto avec voilà, la modification structurelle moléculaire de l'eau en fonction de l'intention. Et ben, ça donnait, dans certains cas, la forme du crop circle. Alors ça, tu peux y aller avec des planches, tu arriveras Ah pas à oui, faire oui, ça. bien sûr. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est surprenant, c'est que les animaux foutent le camp. Juste après le passage des crop circles. Elle nous a d'ailleurs raconté une anecdote amusante là-dessus. Il y avait un Américain qui était venu dans la région de Stonehenge et du Wiltshire pour étudier les crop circles. Il était resté tout un mois et puis il voulait observer la naissance d'un crop circle. Et il s'était rien passé, sauf le dernier soir, il a entendu un bruit dans le champ dans lequel il était, mais un bruit eff- effroyable. Donc, il est sorti de sa tente dans le plus simple appareil, tellement il était pressé, avec une lampe torche. Il a été très déçu parce que c'était des taupes qui avaient décidé de déménager Mhm. dans la nuit. Et il est rentré chez lui aux États-Unis en apprenant le lendemain que, effectivement, s'était formé un crop circle à l'endroit précis où il était. Donc, il était parti trop tôt. Alors, je sais pas. Et les Alors, je taupes s'étaient voulais, échappées. voilà, je voulais, c'est Rulio Tonino et pas le nom que j'ai dit. Je ne sais pas si peut-être tu connais, mais comment dirais-je, Linus Pauling, le fameux chimiste et prix Nobel de la paix, avait travaillé sur une perte de conscience par changement de la structuration de l'eau, sa forme d'éclatrate. Quand on a une substance anesthésiante, elle doit être lipophile. C'est la loi de Meyer-Overton, passer la barrière hémato-encéphalique. Et il se trouve que les substances hydrophobes organisent des molécules d'eau sous forme de clatrate. Et c'est des formes qui peuvent être pentagonales, entre autres. Et lui soutenait que la perte de conscience venait du changement de la structuration de l'eau. Or, il faut pas oublier que dans les céréales ou les plantes en général, il y a beaucoup d'eau, quoi. Donc, Mm. il y a quelque chose de l'ordre du Oui. vibratoire. Alors, le vibratoire, il peut être des champs imposés ou ça peut être une sorte de cohérence de la pensée, mais en tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre. En tous les cas, sur les crop circles, moi, j'ai vu une modélisation du temps auquel j'avais collaboré, et c'était vraiment le crop circle, le pointillisme du temps qui s'imprimait. Donc, je ne sais pas qui fait ça, mais en tous les cas, celui qui avait ça connaissait les lois du temps. On peut dire que c'est des sortes de calendriers intergalactiques ou galactiques qui s'impriment comme un message. Finalement, c'est un message symbolique quand ils sont vrais et qu'il faut essayer de décrypter. En tous les cas, voilà. Donc, voilà, encore un mystère supplémentaire, mais je crois qu'on arrive à un moment donné où on est obligé de faire une sorte de tabula rasa. On voit bien qu'on est en train de le faire actuellement au niveau de la démocratie, de la politique, de la médecine. Et il faut faire un tabula rasa peut-être sur nos conceptions de la matière, de l'énergie, du temps, de l'espace, de la lumière. Effectivement, toutes ces phénomènes qu'on a exclus parce que ça correspondait pas au modèle attendu, hein, le modèle standard, bah, au contraire, ils sont des points très intéressants parce qu'ils nous ouvrent d'autres voies. Et donc, on pourrait dire que les NDE, c'est pas c'est des changements de temps, quoi, d'une certaine façon, c'est des voyageurs de temps. Ils changent de temps, ils changent d'espace-temps, et on les a vus comme des décorporations, mais faut peut-être les voir autrement, il y a des corporations, mais avec en finalité un changement de perception de l'espace-temps. Et d'ailleurs, les bouddhistes le disent dans le Bardo Total, quand quelqu'un meurt, au départ, il est entouré d'un corps brumeux. Il a le comité d'accueil, hein, ça c'est classique quand les gens euh,
font parfois des NDE ou décrivent avant leur mort ce qu'ils voient. On voit les proches, les familiers. Et puis ensuite, le corps brumeux devient lumineux et là, on s'aperçoit que on peut traverser la matière. Et selon les bouddhistes, il y a trois épreuves qui empêchent la réincarnation. La première épreuve, on doit trouver sa lumière, donc trouver la porte, diraient les Égyptiens de l'Antiquité. Et donc, si on choisit la mauvaise lumière, parce qu'il y a plein de lumières, bah, il y a une autre épreuve pour nous rattraper, c'est d'être plongé dans ces peurs qui sont des projections de nos peurs à nous, internes, endogènes, et non pas des peurs qui existent à l'extérieur, ça vient de nous. Et puis après, on nous fait le chant des sirènes pour se réincarner. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on meurt, on peut supposer qu'il y a un découplage total entre le corps euh, et le corps énergétique. Et à ce moment-là, on voit une autre réalité. Comme si notre corps énergétique, c'était comme une barrière placentaire ou une barrière hémato-encéphalique qui nous coupe d'autres réalités que certaines personnes sont capables de voir. Donc les médiums sont capables de voir ça. Et donc, dans les NDE, moi, mon interprétation, hein, c'est que tout est dédoublé, tu le sais. Donc, il y a chaque objet inerte ou vivant présente un double dans un autre espace-temps. Dans la lumière du tunnel, la cinquième étape de la NDE, eh bien, c'est notre double qu'on voit. Et notre double, d'une certaine façon, c'est nous dans un autre temps. C'est comme si on était intriqué à nous du passé ou à nous dans l'avenir. Et on voit ce vers quoi on aurait pu On le aller. retrouve en hypnose aussi. Oui, oui, C'est bien qu'on le sûr. retrouve en hypnose. Et C'est-à-dire ça, que les c'est gens se voient, ils disent, je suis là, je sais que j'étais dans le fauteuil, mais j'étais aussi ailleurs, j'étais aussi dans l'autre dimension où je faisais ceci, cela, j'ai rencontré telle ou telle personne, des il femmes. y a un peu comme en Et en même physique temps, ils se quantique. sentaient là et là-bas. Voilà, il y a une Ils sont espèce de intriqués. délocalisation et une sorte d'intrication à la fois temporelle et spatiale. Alors certains vont vivre Oui. une intrication spatiale, ils vont se voir à différents endroits, et d'autres vont vivre une intrication temporelle. Donc ils vont revoir des défunts issus de leur famille ou vont voir des aspects du futur. En tous les cas, il y a quelque chose qui est soulevé et qui est autorisé à partir du moment où on a ce découplage qui entraîne un état de conscience modifié. Et peut-être le problème, c'est où est la réalité. Ce que disait Werner Heisenberg, un des pères fondateurs de la physique quantique, c'est que finalement, la mesure nous montre euh, une réalité, mais pas la réalité. C'est-à-dire que est-ce que la réalité, c'est que avant la mesure, les particules sont quatre points cardinaux, ou après la mesure, occupe une seule position géographique. On avait choisi la position nord. Où est le réel? Avant la mesure ou après la mesure? Est-ce que nous sommes dans le réel en étant animés la plupart du temps d'une conscience ordinaire ou les gens qui font des lucidités finales dans leur maladie ou des gens qui font des endo ou les morts partagées? C'est très intéressant parce qu'il y a cette notion de distorsion de l'espace, c'est-à-dire selon les études menées par Paul Perry et Raymond Moody, il y a un allongement de la salle dans lequel se trouve le défunt, et puis celui qui est dans un état apparemment de conscience ordinaire est connecté, intriqué à celui qui va partir, et va voir défiler la vie de l'autre avec des épisodes qui parfois étaient totalement ignorés, et puis il y en a un seul qui va mourir. Mais il y a une distorsion de la pièce. Ensuite, on est plongé dans une musique particulière, une lumière aussi particulière. Et à un moment donné, on vit une expérience de NDE partagée, ce qui renforce l'idée que c'est pas un délire, parce que l'autre n'est pas en manque d'oxygénation, en hypercapnie, hypocapnie, sous l'influence de drogue, voilà. Et pourtant, il voit ce que le défunt, lui, voit, il le voit à deux. Donc les morts partagées sont presque plus impressionnantes que les NDE, si je peux dire, déjà dans le spectaculaire, mais c'est, voilà. Et donc tous ces éléments ben, nous amènent à reconsidérer, ça, comme ça devrait être la science, c'est-à-dire que notre modèle ne correspond pas à ce que certaines personnes vivent. On s'assure que c'est reproductif, ça l'est,
Je sais pas combien il y a de gens qui ont fait une NDE bien étudiée. On dit entre 10, 20 millions peut-être dans le monde bien étudiés. Donc ça fait suffisamment d'expériences relatées, étudiées et archivées pour pouvoir dire que c'est pas un délire du cerveau comme on veut le faire croire. Donc à ce moment-là, ça veut dire que il y a une possibilité d'avoir une conscience en dehors du fonctionnement du cerveau, puisque voilà, donc il y a bien une conscience extracorporelle, une conscience intuitive extracorporelle qui vient compléter la conscience cognitive analytique, conscience analytique Et cognitive. ça serait même plus que ça, parce que dans l'expérience de mort partagée, effectivement, on a accès à l'expérience de l'expérienceur qui vit en situation son expérience inouïe. Mais il y a aussi certaines expériences beaucoup plus étendues. Je pense à l'expérience du tout, où dans les montées de Kundalini aussi on en parle. L'expérience du tout, les personnes disent qu'elles sont connectées non seulement à l'autre, mais à tous les autres, à tout ce qui est vivant, et même à tout ce qui est minéral. Oui, tout Dans à fait. l'expérience du tout, on dit, ben, je suis la goutte d'eau, je suis le brin d'herbe, je suis la fleur, je suis aussi, euh, on est tous reliés. Et avoir ce sentiment qu'on est une immense conscience universelle et reliée, eh ben, c'est peut-être ça le secret véritable de la conscience, puisque le thème, c'est la conscience. C'est de dire, voilà, on est dans Ben, une c'est énorme un conscience, sentiment on d'unité, est c'est qu'une l'état particule de mystique, conscience. Ouais, le samadhi de ouais, Ramakrishna. John Lilly, qui avait fait des expériences avec le LSD, et distinguer différents états de conscience. Il y a l'état de conscience numéro un, quand on est motivé et fortement, euh, comment dirais-je, volontaire. Après, il y a un sentiment d'union avec la nature. Et puis après, il peut avoir des phénomènes paranormaux, on vit des choses. Et puis dans le dernier état, c'est le samadhi de l'hindouisme, de Ramakrishna. On fait un tout avec l'univers. L'univers et nous sommes l'univers. Et il n'y a pas de séparation. Et on dit que l'état mystique, c'est justement comprendre que il n'y a pas de séparation. L'état de conscience ordinaire nous amène à considérer qu'on est séparé de l'univers, que tout est territorialisé, mais en fin de compte, non. C'est une séparation qui vient d'une conscience filtrante. Et quand ouais. on sort de cette conscience filtrante, on fait l'expérience du tout, de l'un, de l'unité, et donc on rentre dans un état mystique. Le un est la somme des complémentarités et le lien est toujours présent. Donc, Et quand on réfléchit sur la spiritualité, c'est ça, parce que la spiritualité, c'est se sentir connecté à l'autre, et se sentir en empathie, c'est avoir cette possibilité de dire que ton ennemi, c'est toi, et que tu es peut-être le co-créateur de tout ce que tu vis, et peut-être que nous serions nous-mêmes des sortes de particules de conscience divines, oui, oui. et que nous aurions nous-mêmes créé cet univers. Ben oui, Si on est tous conscients, tout à fait. et si Ça on veut devient dire que tous hyper conscients. ben, la vie, c'est la matière, l'énergie, de l'information, et l'information, c'est l'élément le plus important. D'ailleurs, tu rappelais les champs Ouais. morphogénétiques. On ne sait pas qu'est-ce qui donne la forme aux objets. On connaît beaucoup de choses sur les atomes individuellement, en groupe, la physique du solide, mais comment ces atomes s'organisent pour donner une forme, un cristal, etc. C'est aussi un des défis de Et, la physique et théorique. on n'a toujours pas compris non plus la dissociation cellulaire et l'identification cellulaire. On comprend, bon, à un moment donné, la fécondation, il y a voilà, une cellule, puis deux, puis trois, puis quatre, puis, pardon, quatre, puis huit, puis sept, etc. Mhm. Mais on ne sait pas du tout quelle est la conscience qui a décidé à un moment donné à une cellule de faire du cœur, de faire un fœtus Tout en à fait. relief, de faire du foie, de faire... D'où vient la conscience de cette, enfin, l'information, d'où vient l'information qui a fait Ben, la on ne sait pas. différenciation cellulaire? On On ne sait sait pas. pas. C'est pour ça qu'on n'a pas une embryologie causale, on a une embryologie descriptive, parce qu'effectivement, il y a des mouvements qui amènent Oui, des cellules à spécialiser et amener un ouais. timing. Enfin, il y a une espèce de mémoire. Alors, Guy Lazorte, qui était un neurochirurgien, disait, l'esprit accompagne la matière depuis ses De premiers. Toulouse. Voilà, C'était un exactement. Toulousain. Oui, c'était un grand neuro. Il est mort à plus de presque 100 ans, je crois. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. euh,
Et il disait, l'esprit accompagne la matière depuis ses premiers stades et pendant tout le développement du monde organique, elle naît avec la matière et se développe avec elle jusqu'à devenir conscience et imagination. Donc la conscience est déjà présente dès les premiers stades bactériens. Ce que disait Teilhard de Ouais. Chardin, il faut envisager une conscience minimaliste chez un atome, une molécule, etc. Et justement, dans ces états de conscience mystique, j'en ai vécu un, bah, tu as l'impression que tout est vivant. La table est vivante, l'arbre est vivant, etc. Et tu t'aperçois que Est-ce, finalement, est-ce qu'il serait indiscret de te demander dans quelles circonstances tu as vécu ça? la fatigue, la Ah fatigue, oui? qui est, vous Tu te savez, sentais épuisé, donc le cerveau a ralenti sa voilà, le fonction. cerveau a ralenti et à ce moment-là, tu contrôles plus rien et donc tu vois autre chose. Et tu vois, en parlant avec toi, ça me fait penser que finalement, dans ces états, on voit l'information commune à tous les êtres vivants et on oublie la facette de la matière. Par Et on exemple, oublie son identité aussi un petit peu. oui, bah voilà, on a même, ça crée des craintes parce qu'on se dit, est-ce que je vais revenir comme j'étais avant? On a l'impression de fusionner dans le monde. Et on s'est, voilà, c'est une expérience que j'ai vécue une fois qu'on peut pas oublier, hein. On a le sentiment de Mais une fatigue physique, c'était une fatigue intellectuelle, une fatigue physique. les deux, physique et intellectuel. C'était au cours d'un voyage ou Oui, un voyage non? en études en Ah, anthropologie, voilà, je vais arriver à savoir ce qui s'est passé. bah, quand on est en décalage horaire parce qu'on est au Brésil, quand voilà, t'as pas bien dormi, etc. Et puis je pense le changement de culture, tu perds tes repères et dans certains cas, bah, tu as un état de conscience modifié. Bah, c'est T'avais connu. rien pris de spécial, quoi. Ah non, j'ai pas pris de T'avais drogue. rien pris de spécial. Non, j'avais rien pris de spécial. C'était simplement, Ben, t'as eu c'était un suffisamment de épuisement physique. témoignages de gens qui, à un moment donné, ils accouchent, ils ont un état de conscience modifié. D'autres, ça arrive Oui. spontanément. Ah, Donc, Geneviève Delpech, par exemple, décrit l'expérience du tout. Alors qu'elle était sur sa terrasse, dans sa maison, elle fumait une cigarette. Et elle a fait l'expérience du tout dans ces circonstances. Ça semble, tu vois, comme quoi, c'est pas la peine d'être épuisé, forcément. ah Il non, non, semblerait mais qu'on je ait pense accès à qu'il y des... a, c'est comme, par exemple, pour avoir un état de conscience chamanique, il n'y a pas que les plantes de pouvoir, les drogues. On peut avoir, par exemple, une alternance de chaud et de froid, ou uniquement du froid, du chaud, des différences de température qui agissent sur les corps énergétiques. Un jeûne, Hein? un rêve dirigé, une focalisation ou une défocalisation, on fixe un point et puis voilà. Il y a mille et une façons d'avoir. La fatigue aussi peut créer. Donc des fois on peut être en règle au niveau du sommeil et vivre un état de conscience modifié. En fin de compte, c'est pas nous qui décidons. J'ai l'impression que ça fait soulever le voile. Et on nous montre la réalité derrière la réalité. C'est ce qu'avait dit Crazy Horse, le fameux leader des Indiens des Plaines. Il avait dit, j'ai vu le monde derrière le monde. C'est-à-dire, il y a une espèce de réel Ouais. voilé. D'ailleurs, en physique quantique, il y avait un physicien qui s'appelle Bernard d'Espagna. Il parlait de réel voilé. Ce qui avait très bien vu les impressionnistes parce qu'ils peignaient sous l'influence de la lumière et on avait l'impression que la lumière voilait les objets. On voyait l'objet éclairé par la lumière d'une autre façon, comme s'il y avait un objet derrière la lumière, le halo lumineux. Et ce qui les intéressait, c'est cette interaction avec la lumière. Bah, le Ouais, réel ouais. voilé, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on c'est ce qu'on voit quand on est dans un état de conscience ordinaire, et puis des fois, on ne sait pas pourquoi, le voile disparaît et on voit une autre réalité. Je crois que si on la maintenait tout le temps, on deviendrait fou. Parce que ce serait plus possible de vivre avec les autres qui sont pour la plupart dans un état de conscience Ouais. ordinaire. Donc c'est un petit peu l'exemple de la Kabbale de Tsinsun, c'est-à-dire une espèce de dévoilement. À un moment donné, ça se fait et puis on voit. Euh, et bon, si on relit tous les grands mystiques, Jean de la Croix, etc., ils ont vécu des choses comme ça. Et donc euh, ça amène justement à un état mystique. Finalement, l'état mystique, c'est un état de conscience modifié, mais la personne en a tiré profit, ça a complètement changé sa vie. Il y a des gens qui vont vivre ça, puis après ils reprennent leur vie. C'est un peu comme les... Ouais.
Jean-Pierre Chevènement, il avait fait une NDE républicaine, ça n'avait pas vraiment changé sa vie. Et puis il y en a d'autres, bah, leur vie Une allergie au curare. voilà, allergie au curare, oui, je me souviens. Et sa vie n'a pas été dans d'autres directions. Et puis il y en a pour qui c'est plus possible de reprendre une vie telle qu'il l'avait. Et c'est intéressant parce que bah, ça nous montre que c'est comme le champ magnétique de la Terre, c'est un peu une barrière de filtration. Si à un moment donné le champ magnétique venait à disparaître, bon, on aurait des problèmes parce que ça fait écran au rayonnement cosmique, au rayonnement solaire, qui sont des rayonnements extrêmement dangereux. Mais ça nous voile aussi. Le cosmos, comme notre corps énergétique, nous voile. Et peut-être que tout le travail que doit faire un chaman ou une personne mystique, c'est arriver à contrôler ce découplage entre le corps physique et le corps énergétique. Et quand il y a ce découplage, il y a une intrication qui se fait et qui permet de voir derrière le voile. Voilà, parce que c'est vrai que quand on est dans un état de conscience mystique, on voit les points communs entre les animaux, les végétaux euh, et les minéraux, les hommes. C'est que de la même information, mais qui s'est structurée d'une façon différente. Chez les peuples traditionnels, je pense en particulier chez les Chouars, un animal, il a mis ses habits d'animaux dans la journée et le soir, il se présente dans nos rêves sans ses habits d'animaux et c'est un homme. On trouve ça chez les Inuits. Donc ils font bien la distinction. L'habit est une sorte de trompe-l'œil. Voilà, on est dans un trompe-l'œil. Oh, Et j'ai obtenu ça aussi en hypnose. Il y a des gens qui oui. ont vu leur chat ou leur chien apparaître sous forme humaine. Oui. Hmm. Bah, sous forme humaine Avec ou des personnes. les fameux tableaux aborigènes d'Australie, on voit du dessus. Et je me souviens d'un Ou tableau en Égypte aussi. oui, En Morisson Égypte. qui Cocteau disait l'Égypte, les Grecs étaient aveugles de face et l'Égypte regardait le monde de profil. C'est-à-dire qu'on regarde de profil parce qu'on ne veut pas être tué par la lumière divine. Donc on ne veut pas regarder le divin droit dans les yeux, on le regarde de profil. Alors que progressivement, justement, on a tourné le visage vers la lumière et les Grecs, eux, étaient aveugles de face. C'est ce que dit Cocteau. Voilà. Bah, en résumé, moi je dirais que on est passé d'un stade où on pensait que la conscience émergeait de l'interaction des neurones avec ces impulsions électriques, ces messages chimiques. On s'est rendu compte que ça marchait pas, donc on a tenté, c'est la dernière tentative du matérialiste, bah, de faire appel aux lois quantiques, à l'information. Euh, je citais Rulio Tonino qui lui considère, on appelle ça la théorie de l'information intégrée. En France, on est toujours dans la théorie de la chambre de travail globale de Jean-Pierre Changeux. Voilà, où on considère que c'est au niveau frontal que une idée, elle est mise en scène comme dans un théâtre éclairé. C'est un, voilà, c'est une vision qui, à mon avis, c'est la dernière tentative du matérialisme classique. Après, il y a le matérialisme quantique. Et puis après, il y a des gens qui vont changer complètement de paradigme et dire que finalement, tout est conscience et que un individu, c'est de la conscience concentrée et de temps en temps, bah, il a accès à cette conscience extérieure et il va capter des informations. Et donc, effectivement, c'est tout un changement de paradigme qui nous amène à quitter cette espèce d'individualité où chacun est enfermé dans son corps au profit d'une délocalisation. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, puisque moi, je soutiens depuis que je fais ces recherches sur le fonctionnement de la conscience que nous avons ces deux formes de conscience. La conscience analytique cérébrale qui censure et qui, comme tu l'as dit, était un filtre réducteur d'informations, et que lorsqu'on arrive à faire taire ce bruit assourdissant, eh bien, on a accès à cette conscience intuitive extraneuronale qui permet de nous relier à toutes les consciences, et conscience de l'expérience du tout, l'expérience de transcendance, l'expérience de visualisation de défunts, de contact Oui, oui, avec bien nos vies sûr. antérieures, avec ce que nous pouvons être en dissociation dans le temps et dans l'espace, avec cette intrication, on a largement parlé, tu as très bien parlé, intrication temporelle ou spatiale. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec
cette visualisation extraneuronale en disant que ce n'est que de l'information, il n'y a pas de support matériel. Voilà. Le support, dès qu'on a un support matériel, on a forcément une réduction d'informations. Et comme c'est la mesure et c'est l'observation qui fait effondrer tous les possibles, comme tu l'as exposé, eh ben voilà, cette conscience intuitive extraneuronale, elle est disponible, mais malheureusement, elle ne l'est que par petite touche. Elle l'est dans ses états modifiés de conscience. C'est On n'aura jamais discontinu accès. en continu. Voilà, voilà. Et si on pouvait avoir accès à la source, cette expérience du tout, c'est ça qui On nous a ferait peut-être accès comprendre que nous à sa mort, hein, puisque sommes des finalement, particules. Oui, oui, que nous sommes je des pense, particules divines et que nous aurions peut-être nous-mêmes créé ce monde. notre réalité et Bah ce voilà, monde. Ouais. moi je dirais que la conscience analytique cognitive, c'est quand le corps physique et le corps énergétique sont bien connectés et ça obéit à une physique classique. Et Mm, quand on est dans une conscience intuitive extraneuronale, c'est qu'il y a un découplage entre le corps physique et le corps énergétique, c'est ce qu'on appelle les états de conscience modifiés. Et à ce moment-là, mm. on a accès à cette conscience extérieure et on peut, pour certains, à faire l'expérience du tout. Et donc, Bernardo Kastrup, avec son métaphore du tourbillon, il dit, bah, il y a des gens, le tourbillon, ça capte des informations localement. Et il y en a qui ont le tourbillon qui tourne tout le temps, quoi, et d'autres qui ont un tourbillon très très faible. Donc on perçoit les choses différemment. On peut passer toute une vie en étant persuadé que seule la conscience analytique cognitive est la réalité. Et puis peut-être qu'à sa mort, on découvre une conscience intuitive extra-neuronale et que finalement on est passé à côté. Mais je pense que c'est très très dur. Je me demande même si ce qu'on appelle les sujets psychiatriques, les psychotiques, ne sont pas dans des états où en permanence ils voient ça. Et donc, comme ils sont les seuls à voir ce que la majorité ne voit pas, bah forcément on les a catalogués comme sujets psy, fous, dérangés, mythomanes, voilà, etc. Mais peut-être que, il faudrait travailler dans les laboratoires avec des gens qui sont capables d'avoir ces ouvertures, ce qui n'empêche pas après de faire un travail de recherche sérieuse, de prendre au sérieux certaines hypothèses, quitte à les abandonner. On pourrait rêver à un laboratoire où il y aurait des schizophrènes qui donneraient des informations à des chercheurs chevronnés qui, eux, essaieraient de vérifier. Parce que finalement, Ouais. ces gens ont accès à l'autre réalité et nous, on a accès à la réalité derrière le filtre. Alors, comme disait Werner Heisenberg, où est la réalité? Derrière le filtre, euh, dans la tête de celui qui est animé par une C'est qu'une conscience question analytique de cognitive position. ou Euh, à l'extérieur, pour ceux qui ont une conscience intuitive extra-neuronale. C'est toute la question métaphysique. J'avais fait j'avais fait quelques interventions avec Marlène Nobre, je sais pas si tu connais. Non. Enfin, c'est l'école kardeciste et elle était gynéco et elle travaillait à l'hôpital de Sao Paulo et elle nous expliquait que à l'hôpital de Sao Paulo, il y avait des médiums qui travaillaient de concert avec des psychiatres pour identifier les véritables schizophrènes des médiums, parce qu'il y a des médiums qui ne savent pas maîtriser leur médiumnité, qui savent pas couper. Donc, effectivement, un médium qui sait pas couper les informations, il devient très très vite un personnage non socialisable, extravagant ou même psychiatrique. Donc, les médiums apprenaient à ces personnalités-là à couper les informations pour ne pas se laisser envahir par les informations et en faire des gens qui étaient de nouveau, voilà, c'était beaucoup plus intelligent de faire ça plutôt que de dire tout le monde est fou, on les enferme et voilà comme on fait en France par exemple. Oui, Là, il y a un surveiller et travail qui a punir. été fait Ben, je pense à que Sao c'est Paulo une qui était très attitude intéressant. beaucoup plus intelligente, mais c'est vrai que il y a plein de gens qui ont démenti les modèles du cerveau. Par exemple, on a un corps calleux qui réunit l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, qui permet à notre cerveau de fonctionner en stéréophonie. Et il y a Kim Peek qui, lui, n'a pas de corps calleux. Il est décédé maintenant et il avait mémorisé plus de 12 000 livres. Donc, il avait une mémoire colossale et sans erreur.
Et son père le faisait tourner dans les universités américaines. Voilà, ou Daniel Tammet qui est capable d'apprendre une langue, le finlandais, en une semaine. Il est capable de faire un interview. Donc, il avait mémorisé plus de 20 000 décimaux de pi. Voilà, ça a duré plusieurs heures, 5 heures, 9 minutes, je crois, et quelques secondes pour qu'ils puissent réciter. Donc, voilà. Et pourtant, leur cerveau fonctionne différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, les autistes, ils ont une pensée en image. Il y a une autiste célèbre qui s'appelle Temple Grandin. Et elle montre dans un livre Pensée en image qu'elle pense en image. Daniel Tammet, qui est aussi un calculateur prodige, lui voit les chiffres bouger avec des couleurs, ce que un calculateur prodige inaudit disait aussi. Il voyait un tableau noir, les chiffres tournaient. Maintenant qu'on a l'imagerie médicale, c'est intéressant de voir ces cerveaux atypiques, ne pas les cataloguer comme étant des savants idiots, comme on a dit, ou des gens qui n'ont aucun intérêt, mais au contraire de montrer toutes les richesses d'un cerveau qui, avec une anatomie différente, fonctionne différemment. Voilà. Mm. Bon, bah écoute, On merci. a bien fait le tour de la question. On a fait le tour de la question. Je pense que là, on a bien fait. Voilà. Eh ben, écoute, on continuera. Avec plaisir. Alors, j'en profite, on l'a pas dit au début de l'entretien, de présenter tous mes vœux à nos futurs auditeurs pour Ah cette ben année oui, bien 2024. On sûr. leur souhaite des consciences intuitives extraneuronales, D'être hyper d'aller au-delà conscient, du filtre pour voir la réalité derrière la réalité. de faire l'expérience du tout. De faire l'expérience du double, de se mettre dans d'autres états de conscience. Et effectivement, c'est intéressant parce que s'il y a une autre réalité, pourquoi on ne pourrait pas l'attirer? Donc, dans cette période où, Oui, effectivement, on essaye de nous enfermer dans des futurs, hein, c'est ce qu'on appelle les prophéties auto-réalisées, où on nous fait peur et la peur entraîne l'actualisation de certains futurs, c'est à nous d'aller chercher nos propres futurs, ceux qui véhiculent de l'harmonie. Et le poète Rainer Maria Rilke disait, le futur s'infiltre à nous longtemps avant son arrivée afin de s'y faire une place. Comme si le futur investissait nos esprits, nous formatait et nous amenait à aller le chercher. Donc c'est à nous d'aller chercher d'autres réalités, comme dans les univers multiples de Hugh Everett. Et c'est peut-être aussi ça qui amènera du changement dans le monde, c'est-à-dire essayer d'aller derrière le filtre. Et peut-être ces calendriers intergalactiques, ces crop circles, nous amènent à retrouver notre puissance divine qu'on a oubliée et que ça nous rappelle alors qu'on est dans un esprit chrétien. Dieu a créé l'homme à son image il a créé l'homme et femme, donc on a une partie divine en nous. On est à l'image de Dieu et comme à l'image de Dieu, ben, on peut peut-être créer notre réalité, aller chercher le futur qui nous correspond. Donc ça permet de passer de la métaphysique à l'action, ce que j'appelle de l'information. C'est-à-dire avec de l'information ciblée, bah, on peut avoir une action sur le monde. C'est comme les bouddhistes, l'action non violente, c'est une information. C'est une action par la pensée. Et donc la pensée est tout. Si effectivement l'information est tout, la pensée est tout. Voilà. Eh bien, un grand merci, Jean-Jacques, de nous merci à avoir fait toi. partager tes expériences, Merci à tes toi. réflexions. Et puis, bon, ben, on continuera à explorer d'autres aspects du fonctionnement atypique du cerveau, qui est en fin de compte le fonctionnement normal du cerveau, si on n'était pas formaté par notre éducation. Voilà, un grand merci. Exactement. Merci à toi, Philippe. Merci. Au revoir. Au revoir.